Donc, merci pour cette introduction et merci pour l'invitation de donner un séminaire ici. Donc, je parlerai des algorithmes en algèbre linéaire qui sont censés être efficaces sur des machines massivement parallèles. Donc, je vais commencer avec une motivation de ce travail et on se focalise vraiment sur des algorithmes qui minimisent les communications. Donc, je vais présenter tout d'abord des travaux précédents sur ce même problème, comment réduire les communications dans des algorithmes en calcul scientifique. Ensuite, je vais présenter quelques nouveaux résultats sur les complexités des communications pour des algorithmes en algèbre linéaire, avec des nouveaux algorithmes pour l'algèbre linéaire dense et aussi pour l'algèbre linéaire creuse. Et je vais faire souvent référence à deux librairies qui sont très utilisées aujourd'hui pour l'algèbre linéaire dense, qui sont LAPACK et ScalaPack. LAPACK, c'est pour les machines séquentielles, et ScalaPack, c'est pour les machines parallèles. Donc, quelle est la motivation de ce travail? C'est le fait que de nombreuses simulations numériques, que ce soit en climatologie, en astrophysique, demandent de plus en plus de puissance de calcul parce qu'elles produisent et analysent des données qui croît de manière exponentielle, ce qui se traduit derrière par une demande en puissance de calcul. Et donc ici, j'ai pris un exemple en astrophysique où les astrophysiciens produisent et analysent des images bidimensionnelles multifréquences de l'univers quand il était à 5% de son âge actuel. Et on regarde l'évolution au fur et à mesure des années. Et donc, à droite, vous avez une image qui représente le résultat des différentes expériences. COBE, qui a été effectuée en 1989. Ensuite, WMAP et aujourd'hui Planck. Donc, on voit bien qu'il y a une résolution de plus en plus fine. Mais derrière, ils ont été ramenés à analyser des gigabytes de données, COBE en 1989. Et donc, à cette époque, ça demandait 1 teraflop de calcul par analyse d'image. Et donc, si on regarde Planck en 2010, ils ont produit 1 terabyte de données et ça demande 100 pétaflops par analyse d'image. Et donc, on voit que ça croît vraiment de manière exponentielle. Dans le futur, ils estiment qu'ils vont avoir analysé 1 demi-pétabyte de données et ça va demander 100 hexaflops par analyse d'image. Donc, c'est vraiment une application qui demande l'utilisation des dernières machines massivement parallèles. Parce que c'est vrai qu'en même temps, toutes ces machines parallèles, elles deviennent de plus en plus puissantes. Donc, si on regarde l'évolution de la puissance crête d'une machine parallèle, que vous avez ici à droite, on voit qu'aujourd'hui, on a des machines dans les centres de calcul qui sont pétaflopiques. Donc, elles peuvent exécuter 10 puissance 15 opérations flottantes par seconde. Et donc, il s'est estimé que dans 10 années, on va avoir accès à des machines hexaflopiques. Donc, des machines où la puissance crête, elle continue à augmenter. Mais comment on calcule cette puissance crête? On prend la vitesse d'un processeur et on multiplie par le nombre de processeurs qui sont dans cette machine parallèle. Mais on oublie complètement les communications. Et donc, si on regarde la vraie performance d'une application, là, vous la voyez ici, on voit que dans les années 80, une vraie application arrivait à 50% de la puissance crête d'une machine, mais aujourd'hui, on est très loin. En fait, on arrive à peine à avoir 5 ou 10% de la puissance crête. Et donc ça, c'est vraiment à cause des communications, à cause du fait que quand on exécute un algorithme, sur une machine séquentielle, il faut transférer des données entre les différents niveaux de la mémoire, et sur une machine parallèle, il faut communiquer entre les différents processeurs. Et donc, le temps effectif de calcul d'un algorithme, il est donné par le nombre d'opérations flottantes multiplié par le temps nécessaire pour effectuer une seule opération flottante, plus le temps passé dans les communications. Et donc, pour estimer ce temps dans les communications, quand on pense à un message qui est envoyé d'un processeur vers un autre processeur, on peut estimer le temps de ce message comme étant la latence, donc le temps nécessaire pour le premier octet d'arriver au processeur destinataire, plus le volume de ce message, le nombre d'octets qu'on a communiqué, multiplié par l'inverse de la bande passante. Donc, les réseaux sont caractérisés par ces deux notions, latence et bande passante. Et donc, si on regarde les évolutions technologiques des machines, on observe que le temps nécessaire par opération flottante, lui, s'est amélioré de 60% par année, tandis que si on regarde dans un réseau, la bande passante, elle, s'est améliorée de 26% par année et la latence seulement de 15% par année. Donc, il y a un écart qui croît de manière exponentielle entre le temps nécessaire à effectuer l'arithmétique et le temps nécessaire à communiquer. Et donc, le vrai problème ici, c'est la latence, parce qu'on est limité par la physique. On ne peut pas envoyer des données plus vite que la vitesse de la lumière.
Et donc, c'est vraiment le vrai goulot d'étranglement. Et donc, ça, c'est vraiment la vraie motivation de ce travail. Le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus estimer qu'un algorithme est efficace seulement en regardant combien d'opérations flottantes on effectue, mais il faut aussi regarder les communications. Et donc, il faut prendre en compte ces communications de plus en plus haut, directement quand on conçoit un nouveau algorithme numérique. Et donc, ça demande vraiment un changement de paradigme dans la manière dont on conçoit nos algorithmes. Et aujourd'hui, je vais présenter ces algorithmes qui évitent les communications, qui fournissent une telle nouvelle perspective pour les algorithmes en algèbre linéaire parce qu'ils permettent de minimiser le volume de communication, donc combien d'octets j'ai envoyé pendant l'exécution de mon algorithme, mais ils permettent aussi de minimiser le nombre de messages. Et tout ceci est obtenu en effectuant parfois des calculs redondants. Mais comme l'arithmétique s'effectue de plus en plus rapidement, l'algorithme reste globalement efficace. Et donc, avant de passer à la suite, je vais juste rappeler les différentes opérations en algèbre linéaire que je vais évoquer pendant mon exposé. Donc, la première, c'est la résolution d'un système linéaire, AX égale B, où A est une matrice directe. Et donc, on a deux grandes classes de méthodes, les méthodes directes et les méthodes itératives. Donc, les méthodes directes consistent à juste factoriser la matrice A dans le produit explicite d'une matrice inférieure triangulaire L et une matrice supérieure triangulaire U. C'est une méthode très stable qui a une erreur inverse qui dépend de la taille de la matrice N, de la précision machine epsilon et d'un facteur de croissance G qui, lui, détermine le ratio de la magnitude des éléments calculés pendant la factorisation par rapport à la magnitude des éléments de la matrice A. Donc, comme on effectue des multiplications et des additions, les éléments peuvent augmenter beaucoup. Mais si ce facteur de croissance reste linéaire, la factorisation, elle est stable. Et je reviendrai plus tard avec plus de détails. La deuxième classe, c'est les méthodes itératives qui sont souvent utilisées dans l'industrie et dans le monde académique parce qu'elles demandent beaucoup moins de mémoire que les méthodes directes et elles sont beaucoup plus facilement parallélisables. Et donc, elles consistent à chercher à construire un sous-espace de Krylov parce que les méthodes de sous-espace de Krylov sont celles qui sont le plus utilisées. Et donc, chercher une solution dans le sous-espace engendré par les puissances de la matrice d'entrée A multipliées par le résidu initial. Et donc, dans ce cas, la convergence dépend du conditionnement de la matrice et de la distribution des valeurs propres de la matrice. Donc, c'est une méthode qui est quand même beaucoup moins stable que les méthodes directes. Une autre opération qui est beaucoup utilisée, c'est le problème, résoudre un problème au moindre carré, donc qui permet de relier des données expérimentales à un modèle mathématique censé décrire ces données. Donc, pour une matrice A qui est surdéterminée et un vecteur B donné, on cherche un vecteur X qui minimise la norme 2 de AX moins B. Donc, de nouveau, on a deux classes de méthodes. On peut utiliser les équations normales, donc résoudre, au lieu de chercher le minimum de AX moins B, on résout A transpose AX égale A transpose B, donc c'est bien parce qu'A transpose A devient une matrice symétrique positive définie. On peut utiliser des méthodes itératives, mais de nouveau un problème de stabilité parce que A transpose A, c'est le conditionnement de A au carré. La deuxième classe, c'est les méthodes directes, où cette fois-ci, on utilise la factorisation QR, qui consiste à décomposer la matrice A dans le produit d'une matrice orthogonale Q et une matrice R supérieure triangulaire. Et cette factorisation QR demande 2 fois plus d'opérations flottantes que la factorisation LU, mais elle est encore plus stable parce que dans le résultat de stabilité inverse, il n'y a plus le facteur de croissance. Donc, on retrouve juste une fonction qui dépend de la précision de la machine epsilon et de n et de la norme initiale d'une colonne de A. Donc, c'est une factorisation qui est encore plus stable que la factorisation LU. Et le troisième problème que je vais évoquer pendant l'exposé, c'est le calcul de rang d'une matrice. Donc, on peut calculer ce rang en utilisant une factorisation QR qui calcule le rang, qui cette fois-ci permute le colonne de A pour décomposer A dans le produit d'une matrice orthogonale Q et une matrice R où la norme de R de 2 est très petite
Et la valeur singulière minimum de R11 reflète bien les valeurs singulières de A, modulo un polynôme de degré faible en N et K. Donc, c'est de nouveau une factorisation qui est très utilisée, sur laquelle je vais revenir plus tard, qui permet donc d'un côté de calculer le rang de A, qui permet de calculer une base orthogonale de l'image de A ou d'approximer les vecteurs du noyau. Et elle a de nombreuses applications dans l'analyse des dépendances linéaires ou pour calculer des approximations de type low rank d'une matrice A. Donc, c'est vraiment de nouveau une méthode qui est très utilisée dans le calcul scientifique. Et donc là, je vais rentrer dans le cœur de l'exposé. Donc, comment réduire les communications pour toutes ces opérations en algèbre linéaire. Et je vais commencer avec des travaux qui ont été effectués précédemment. Donc, très souvent, ce qui a été fait, c'est d'effectuer un calcul et essayer de cacher le plus possible les communications par des calculs. Mais ça ramène une accélération limitée seulement d'un facteur de 2, dans le meilleur des cas. Une autre approche, c'est d'effectuer du ghosting, donc en sachant que dans le futur, je vais avoir besoin des données de notre processeur, je vais stocker de manière redondante des données sur mon processeur et calculer de manière redondante pour éviter cette communication. Mais cette méthode ne peut pas être appliquée de manière très facile en algèbre linéaire. La troisième approche qui a été utilisée, c'est l'ordonnancement. Garder la même opération, mais changer l'ordre des calculs pour effectuer des algorithmes par bloc. Donc, au lieu d'effectuer des algorithmes qui vont colonne par colonne dans une matrice, on transforme les algorithmes pour aller bloc par bloc dans une matrice. Donc, c'est vraiment l'approche qui est utilisée aujourd'hui dans les librairies LAPACK et ScalaPack. Et c'est le premier algorithme, il a été proposé par Baron et Swinnerton-Dyer dans les années 60. Donc, il est utilisé même jusqu'à aujourd'hui. Mais toutes ces approches ne sont pas suffisantes. Et ce qu'on regarde ici, c'est un graphe où on affiche le ratio de calcul par rapport aux communications. Et donc, si ce ratio est plus grand que 1, on se retrouve dans cette partie. Le calcul domine le temps d'exécution totale, donc tout va très bien. Donc, dans ce graphe, sur X, on augmente le nombre de processeurs, et sur Y, on augmente la taille du problème. Et donc, dans toute cette partie, le calcul domine, donc l'algorithme il est très scalable, mais quand on arrive dans cette partie, les communications sont celles qui dominent le temps d'exécution totale. Donc, si je prends une taille de problème donnée, au départ, je n'ai pas assez de mémoire pour l'exécuter. J'arrive dans une partie où j'augmente le nombre de processeurs et le temps de calcul diminue, comme on s'attendrait. Mais très vite, j'arrive dans la partie du graphe où les communications dominent. Et donc là, même si j'augmente le nombre de processeurs, le temps de calcul, lui, il ne va pas diminuer. Au contraire, il peut augmenter. Donc, ce qui montre que toutes ces approches ne sont pas suffisantes pour les machines d'aujourd'hui. Et donc là, j'ai pris un exemple en astrophysique où il y a deux problèmes qui sont très utilisés. Le premier, c'est le calcul des cartes, qui consiste à résoudre en fait un problème au monde carré généralisé et qu'eux, ils résolvent en utilisant les équations normales, donc par une méthode itérative préconditionnée par une méthode de décomposition de domaines à 2 niveaux. Et donc, ce qu'on regarde ici, c'est le temps de calcul de cette méthode pour un problème d'une taille donnée où on augmente le nombre de processeurs. Et donc, en fait, c'est 32 nœuds, mais chaque nœud, il a 6 cœurs. Donc, en fait, c'est à partir de 180 cœurs d'une machine parallèle jusqu'à 6000 cœurs d'une machine parallèle. Et donc, le temps de calcul, il diminue. Mais si on regarde le temps de calcul par rapport au temps de communication, ce qu'on observe, c'est que le temps de calcul, lui, il diminue comme on s'attendrait, mais le temps de communication, lui, il ne diminue pas. Donc, ici, à un certain moment, on va arriver de nouveau à la situation où la communication domine. Et donc, ce n'est pas une méthode scalable, et ça, c'est seulement à cause du deuxième niveau dans la méthode de décomposition de domaine, où il faut communiquer parce qu'il y a des projections à faire. Et donc, la deuxième opération, c'est le calcul des transformés harmoniques sphériques, où il y a sur un objet bidimensionnel, on calcule d'abord sur les lignes et ensuite on calcule sur les colonnes de cet objet bidimensionnel. Et donc, il y a une transposition à faire qui demande une communication entre les processeurs, mais c'est la seule communication. Et donc, ce qu'on regarde ici, c'est de nouveau le ratio calcul-communication
en augmentant la taille du problème et le nombre de processeurs. Et de nouveau, on a une partie où le calcul domine, donc tout va très bien, mais une grande partie où les communications dominent. Donc, pour de très nombreuses applications en calcul scientifique, les communications posent un vrai problème et on n'arrive pas à utiliser des milliers de processeurs comme on voudrait. Et donc, on est parti dans cette recherche des résultats qui existaient sur la multiplication des matrices. Donc, on se demande, étant donné une opération, quelles sont les communications minimales que je dois effectuer pour cette opération. Donc, il y avait des résultats pour la multiplication des matrices. Donc, on sait qu'on doit effectuer 2 n cube opérations arithmétiques pour multiplier 2 matrices de taille n par n qui sont denses. Et donc, dans les années 80, Hong et Kung, ils ont établi une borne inférieure pour le volume de communication, donc, qui est de l'ordre du nombre d'opérations flottantes divisé par la racine carrée de la mémoire de mon processeur. Donc, en fait, on s'imagine que j'ai un processeur qui a une taille mémoire M et qui derrière, il y a un disque. Et donc, il faut transférer des données entre les disques et ma mémoire M de taille M. Et donc, combien de transferts il faut que j'effectue pour multiplier mes 2 matrices. Et donc, cette quantité donne la borne inférieure sur le volume de communication. Donc, maintenant, sachant qu'à chaque fois, je ne peux pas transférer plus de M données, je peux avoir aussi une borne inf sur le nombre de messages à transférer. Donc ça, c'est vraiment la quantité minimale de communications que je dois effectuer. Donc c'est facile à voir après que cette même borne s'applique à une factorisation élue, parce que si je prends cette matrice et je calcule sa factorisation L et U, je serai ramené à multiplier 2 matrices A et B. Donc, les bornes qui s'appliquent pour la multiplication de matrices s'appliquent aussi pour la factorisation élue. Et ensuite, Demel et ses collaborateurs ont montré que ces bornes s'appliquent aussi à toutes les opérations d'algèbre linéaire qui sont effectuées par des méthodes directes. Et donc, je vais montrer pourquoi. Parce que donc, ces opérations en algèbre linéaire directe peuvent s'écrire comme 3 boucles for imbriquées qui vont de 1 jusqu'à n, où j'ai 2 entrées, par exemple 2 matrices A et B, et je calcule un résultat dans une matrice C. Et donc, on peut modéliser ce calcul par des points dans un cube où chaque point représente une opération arithmétique et les projections de ces points représentent les données en entrée et en sortie. Et donc, ce qu'on peut en fait borner, c'est le nombre de points, donc le nombre d'opérations, en sachant la taille de mes projections. Donc ça consiste à utiliser Loomis-Sidney, qui me dit que le nombre de points ici que je note par W est borné par la taille de mes projections sur les phases que j'ai notées ici, A, B et C. Et donc, quand j'ai un algorithme, une machine avec une taille mémoire M, ce qui me permet ça, c'est de calculer le nombre d'opérations flottantes que je peux effectuer avec mes données dans la mémoire. Donc, une fois que j'ai utilisé toutes ces données, il faut que je transfère du disque vers cette mémoire pour pouvoir effectuer d'autres opérations flottantes. Donc, je peux utiliser cette inégalité pour finalement dire que, étant donné ma taille M, des données que j'ai, W représente le nombre d'opérations flottantes que je peux effectuer. Mais en sachant que le nombre total de mes opérations, c'est n cube d'habitude, que j'ai noté ici avec flops, cette inégalité me permet de déterminer en fait que le nombre de messages que je dois transférer, en fait, il est supérieur à le nombre d'opérations flottantes divisé par le W que j'ai pu effectuer. Donc, ce qui me donne une borne pour le nombre de messages et le volume de communication, qui va être de l'ordre d'opérations flottantes divisé par la racine carrée de ma mémoire M. Donc ça nous a permis d'avoir les bornes sur les communications pour des opérations en algèbre linéaire. Et donc, si je prends une machine parallèle où j'ai une matrice de taille n carré que je vais exécuter sur P processeurs, en fait, la taille mémoire par chaque processeur, c'est du n carré divisé par P, parce que je vais distribuer ma matrice sur tous les processeurs. Donc, étant donné que maintenant j'ai une taille de mémoire n carré sur P,
et que je sais que je dois effectuer n cube opérations, ceci me permet de déterminer que je dois transférer au moins racine carrée de p messages et au moins n carré sur racine carrée de p octets. Donc, pour toutes les opérations en algèbre linéaire dense, j'ai les bornes inférieures sur les communications. Et donc, ceci nous a permis de déterminer que les algorithmes classiques qui sont implémentés dans l'APAC ou ScalaPAC ne permettent pas de minimiser le nombre de messages. Donc, si on regarde la factorisation Cholesky, en fait, la factorisation de Cholesky, donc la factorisation pour les matrices symétriques positives définies, c'est celle qui permet déjà de minimiser les communications. Mais si on prend d'autres factorisations comme LU, QR ou QR avec calcul de rank, ces algorithmes minimisent déjà le volume de communication, mais ne minimisent pas le nombre de messages. Et donc, je vais expliquer plus tard pourquoi. Et donc, nous avons proposé de nouveaux algorithmes pour toutes ces trois opérations qui, eux, permettent de minimiser les communications. Et donc, dans la suite, il faut juste se rappeler que la borne inf sur le nombre de messages, c'est racine carrée de p. Et donc, je vais expliquer pourquoi une factorisation LU, elle ne permet pas de minimiser le nombre de messages. C'est à cause du pivotage partiel. C'est à cause du fait que pour avoir une factorisation stable, pendant la factorisation, comme le calcul de L implique une division par l'élément diagonal, et il faut éviter que cet élément diagonal soit trop petit, on cherche le maximum dans chaque colonne, on le permute en position diagonale, et ensuite on calcule la colonne de L. Et l'algorithme LU comme implémenté dans ScalaPAC, il va aller bloc-colonne par bloc-colonne, et donc à une itération de l'algorithme, on va calculer la factorisation LU d'un ensemble de blocs-colonnes, et ensuite, on va calculer un bloc de ligne de U, et on va mettre à jour la sous-matrice à droite. Et donc, le goulot d'étranglement, en fait, c'est cette factorisation LU d'une matrice qui a très peu de colonnes, mais beaucoup de lignes. Et donc, c'est vraiment à cause du pivotage partiel, parce que cette matrice, elle est distribuée sur P processeurs, mais pour trouver le maximum dans chaque colonne, il faut échanger un message entre tous les processeurs. Et donc, le nombre total de messages, il est proportionnel au nombre de colonnes dans la matrice A. Mais comme la borne inf, elle était de racine carrée de P, cet algorithme ne pourra jamais atteindre cette borne, parce qu'il aura toujours un nombre de messages proportionnel à la taille de la matrice. Donc, la même chose se passe si on calcule la décomposition QR d'une matrice qui a peu de colonnes mais beaucoup de lignes. Donc, pareil, quand on calcule cette factorisation QR, on applique une transformation orthogonale de type Householder où il faut calculer la norme de chaque colonne. Donc, de nouveau, comme ces colonnes sont distribuées sur tous les processeurs, il faut communiquer entre tous les processeurs juste pour calculer la norme d'un vecteur. Et donc, le nombre de messages, de nouveau, il va être proportionnel au nombre de colonnes de ma matrice. Et donc, pour arriver à minimiser le nombre de messages, on calcule cette factorisation comme une opération de réduction. Donc, je prends une matrice W qui est distribuée sur 4 processeurs. Donc, W, elle a beaucoup de lignes, très peu de colonnes. Et là, elle va être distribuée sur 4 processeurs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer localement sur chaque processeur une factorisation QR qui permet d'annihiler tous les éléments en dessous de la diagonale, mais seulement localement sur ce processeur. Après cette opération, donc, sur chaque processeur, on a 4 matrices supérieures triangulaires qu'on va combiner 2 par 2, calculer une nouvelle factorisation QR pour arriver à avoir 2 facteurs supérieurs triangulaires qu'on combine de nouveau ensemble et on calcule un dernier facteur R. Donc, ici, on peut voir visuellement ce qui se passe entre les processeurs. Donc, le calcul, ici, il est effectué localement, et c'est là qu'il y a le plus d'opérations flottantes. Ensuite, il y a des communications entre les processeurs, et globalement, on voit qu'il y a log P messages. Donc, on a réussi à transformer l'algorithme pour avoir un nombre de messages qui est de l'ordre de log P, qui dépend du nombre de processeurs, mais ne dépend plus de la taille des matrices. Donc, avec cet algorithme,
Si on est dans le cas parallèle, on va utiliser ce type d'arbre binaire. Et donc, comment la factorisation elle va s'écrire? Mais la première étape, ça va être ces factorisations QR locales. On a une matrice orthogonale et bloc diagonal. À la deuxième étape, on a une autre matrice orthogonale et bloc diagonal. Et on va avoir une dernière matrice orthogonale. Donc, ce qu'on a changé, c'est la représentation de la matrice orthogonale, qui est représentée sous la forme d'un arbre et qui reflète bien la forme de l'arbre de réduction qu'on a utilisé ici. Et elle reste, comme c'est une factorisation qui est essentiellement unique, en termes de stabilité, cette nouvelle factorisation elle est aussi stable que l'algorithme classique de factorisation QR. Et si on est dans le cas séquentiel, on va utiliser un autre arbre qui va avoir cette forme, et c'est cet arbre qui va permettre de minimiser les communications. Si on a une architecture d'un ordinateur qui est plus complexe, par exemple des processeurs où chaque processeur est formé par 2 cœurs, on va adapter la forme de l'arbre pour arriver à minimiser les communications. Donc la forme de cet arbre de réduction va dépendre de l'architecture de la machine qui est utilisée derrière. Donc, quelles sont les accélérations qu'on obtient par un tel algorithme? Donc, ce que j'ai représenté ici, c'est de nouveau un graphe où on augmente la taille du problème et on augmente le nombre de processeurs. Et donc, on regarde le ratio du temps de calcul du nouvel algorithme qui s'appelle Communication Avoiding QR par rapport à l'algorithme de Scalapack. Donc, dans toute cette partie, c'est la partie où le calcul dominait. Donc, le nouvel algorithme n'apporte rien, parce qu'il change juste les communications. Mais quand on va vers cette partie, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est on utilise beaucoup de processeurs, donc on garde la même taille de problème. Donc, par processeur, on a peu de calcul. Et donc, c'est là que les communications vont commencer à jouer un rôle dominant. Et donc, c'est là que l'algorithme permet d'accélérer avec des facteurs allant jusqu'à 20. Et donc, ça, c'est une estimation théorique, mais je vais présenter plus tard des résultats en pratique. Et donc, je vais passer au cas de la factorisation LU. Donc, QR, c'est un algorithme très stable, mais si on passe à LU, il y a le problème du pivotage. Donc, on peut écrire l'algèbre pour arriver à une factorisation comme avant, où je faisais localement des factorisations LU. Ensuite, je combine des matrices supérieures triangulaires pour arriver finalement à une matrice supérieure triangulaire. Et je peux aussi écrire l'algèbre pour un tel arbre. Et en fait, cet algorithme ici, il a été aussi proposé par Baron et Swinnerton-Dyer, donc dans les années 60. Il voulait résoudre un système avec 100 équations sur un ordinateur qui s'appelait ETSAC2. Et donc, s'il passait au plus de 100 équations, il devait utiliser une bande magnétique auxiliaire. Donc, ça coûtait vraiment très, très cher. Donc, ils ont vraiment réfléchi à comment minimiser eux-mêmes les communications aussi. Donc, ils ont proposé cet algorithme. Mais si sur des matrices de taille 100, il est stable, bon, on va voir qu'aujourd'hui, sur des tailles de matrices qu'on peut résoudre aujourd'hui, il n'est plus stable. Et donc, pour ça, on va regarder le facteur de croissance. Donc, on va regarder la magnitude des éléments pendant les calculs par rapport à la magnitude des éléments en entrée. Et donc, en théorie, en fait, ce facteur de croissance peut être exponentiel. Il peut être de 2 puissance n, où n est la taille de la matrice. Donc, en théorie, LU, il peut être complètement instable. Il y a des cas pathologiques où on peut observer cette instabilité, mais en pratique, il est souvent que de l'ordre de racine carrée de n. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai résultat théorique qui manque ici. Pourquoi la factorisation LU, elle est tellement stable, même si en théorie, on sait qu'elle peut être instable. Et il y a beaucoup d'études. Pourquoi? Et en fait, ce qui s'avère en pratique, c'est qu'elle est stable parce que, à cause du pivotage partiel, les éléments de L sont bornés par 1, parce qu'on cherche toujours le pivot maximal et on divise par cet élément. Donc, on borne la taille des éléments de L. Et quand on effectue cette factorisation LU, à chaque élimination, on modifie la matrice à droite par une matrice de rang 1. Et donc, il s'avère qu'au cours des calculs, il y a des augmentations et des diminutions qui font que ce facteur de croissance reste en fait très petit. Mais quand on change la factorisation LU, on perd complètement cette stabilité. Donc, quand j'ai pris l'arbre binaire, en fait, vous voyez ici le facteur de croissance, quand j'augmente la taille du problème,
qui est bien de l'ordre de racine carrée de n, donc c'est le pivotage partiel. Et quand je commence à utiliser des arbres binaires et j'augmente le nombre de processeurs, en fait, ce que je fais par derrière, c'est que j'augmente le rang de ma matrice de mise à jour. Et donc, on observe que le facteur de croissance, il augmente aussi beaucoup jusqu'à ce qu'il devienne exponentiel. Donc, vraiment, on a transformé un algorithme qui était très stable dans un algorithme complètement instable, mais qui minimise les communications. Et celui-là, c'est l'algorithme de Baron et Swinnerton-Dyer, qui aussi, en termes de facteur de croissance, c'est une croissance superlinéaire. Donc, quand on augmente la taille de la matrice, il va devenir aussi instable. Et donc, ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons proposé une nouvelle technique de pivotage qui permet de rester stable. Et donc, ce qu'on a gardé en tête, c'est le fait qu'on ne souhaite pas modifier le rang de la matrice de mise à jour. On veut rester sur le rang 1. Et donc, pour cela, on va effectuer un pivotage qui utilise deux étapes. Donc, je prends une matrice et je prends le dernier bloc colonne. Et donc, je vais chercher des pivots sans aller colonne par colonne. Mais je vais effectuer une première étape où je cherche des pivots. Et ensuite, je vais permuter ces pivots en position diagonale et effectuer une factorisation élue sans pivotage. Donc, la première étape de recherche de pivots, en fait, elle se base sur un tournement qui utilise aussi cette idée d'arbre, mais c'est juste une étape de pré-traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer des factorisations élues localement pour déterminer des lignes qui sont linéairement indépendantes, parce que finalement, c'est ce que je cherche, c'est des lignes qui sont linéairement indépendantes. Donc, je vais déterminer localement des lignes, et ensuite, je vais laisser jouer un tournoi entre ces lignes pour voir quelles sont les lignes qui gagnent globalement. Donc, je vais coupler deux par deux ces lignes, effectuer de nouveau une factorisation élue avec pivotage partiel, déterminer deux nouvelles lignes, jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai deux nouvelles lignes que je vais permuter en position diagonale et j'effectue une factorisation élue sans pivotage. Donc, j'effectue deux fois le calcul élu. Une première fois pour trouver les pivots, je permute les pivots. Et une deuxième fois, j'effectue la vraie factorisation élue, mais où je ne pivote plus du tout. Donc, avec cette stratégie, le facteur de croissance, lui, tout en variant le nombre de processeurs, tout en variant la taille des blocs colonnes que j'utilise, maintenant, il est aussi de l'ordre de racine carrée de n fois une constante. Donc là, c'est le pivotage partiel. Et ici, c'est les différentes versions de ce pivotage par tournoi. Et ce deuxième graphe, il regarde différentes quantités de stabilité. Donc, par exemple, l'erreur effectuée dans la factorisation, ensuite des erreurs qui ont été effectuées pendant la résolution du système. Et donc, on regarde toujours le ratio de nouvel algorithme par rapport au pivotage partiel. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que dans le pire des cas, on perd un chiffre dans le résultat. Mais souvent, les résultats sont de 10 puissance moins 15. Donc, ils sont très proches déjà de la précision machine. Les hypothèses sur quand on parle de matrice aléatoire, c'est-à-dire que tous les coefficients sont tirés indépendamment de la gaussienne? Oui. Mais là, il y a tout un ensemble de matrices qui vient des EDP. Ça, c'est des special ones. Oui. Oui. Donc, il y a tout un ensemble de matrices. Pas seulement aléatoires. Parce qu'en fait, quand la matrice est aléatoire, on sait que la probabilité d'avoir un pivot petit est très faible. Et donc, souvent, on peut s'en passer du pivotage. Mais comme ce facteur de croissance, lui, en fait, il est exponentiel, ce qu'on a trouvé comme preuve de stabilité, c'est de montrer que si je prends une matrice A, sur laquelle j'effectue ce pivotage par tournoi, en fait, je peux construire une matrice G qui est formée par des blocs de cette matrice A, où effectuer tournoi sur A est équivalent à effectuer le pivotage partiel sur G. Donc, il y a une équivalence entre cette nouvelle technique de pivotage et le pivotage partiel. Donc, pour une matrice A, je peux construire une deuxième matrice G, plus grande, mais la factorisation élue avec pivotage par tournoi ici est équivalent à la factorisation élue avec pivotage partiel ici. Donc, si dans le cas moyen, le facteur de croissance sur G est juste de l'ordre de racine carrée de n, on s'attend aussi que le facteur de croissance ici
et de l'ordre de racine carrée de n. Donc ça, c'est une sorte de preuve de stabilité. On ne peut pas faire mieux parce que dans le pire des cas, le facteur de croissance, lui, il reste exponentiel. Et donc là, je rappelle le facteur de croissance, la borne supérieure, et ce qu'on observe en pratique, sur LU avec pivotage partiel, et sur cette nouvelle version du LU qui minimise les communications. Donc si pour le pivotage partiel, c'est de 2 puissance n moins 1, nous, on a, dans le pire des cas, du 2 puissance n fois log p, mais en pratique, on observe la même croissance. Et donc, récemment, on a aussi d'autres factorisations LU qui sont encore plus stables que le pivotage partiel, et qui, elles, se basent sur ne pas effectuer du pivotage partiel, mais utiliser des factorisations qui calculent le rang pour identifier des lignes qui ont un très bon conditionnement, donc qui sont linéairement indépendantes. Il y a quand même un souci pour les matrices qui sont de low rank. Et donc là, je montre un exemple où cette méthode peut échouer. Et ce que je fais ici, c'est elle peut échouer dans le cas où on effectue 2 fois le même calcul, en fait. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé des pivots, je les permute, et après, j'effectue une factorisation sans pivotage. Et donc, ce que je prends ici, c'est un exemple où j'effectue une première factorisation LU d'une matrice A, où j'utilise le pivotage partiel. Ensuite, je permute ma matrice pour avoir une autre matrice A1. Et sur cette matrice A1, j'effectue une factorisation sans aucun pivotage. Parce que je me suis dit, j'ai déjà trouvé les pivots, j'aurais fait, en fait, le même calcul. Mais il suffit, en fait, de changer juste légèrement la manière dont je calcule. Donc, par exemple, pour le calcul de L, dans la première factorisation, je divise par l'élément diagonal, et dans la deuxième, je multiplie avec l'inverse de l'élément diagonal. Et derrière, il y a d'autres erreurs d'arrondi qui se produisent. Et comme la matrice elle est de low rank, en fait, à un certain moment, je manipule que des erreurs d'arrondi, des éléments qui sont très petits de l'ordre de la précision de la machine. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que dans la première factorisation, j'ai effectué 4 étapes de la factorisation et j'arrive au calcul de la dernière colonne. Et donc, comme je fais du pivotage partiel et je compare les éléments, donc je mets bien l'élément maximal en position diagonale et ensuite je divise. Et donc, les éléments de L sont bien bornés par 1. Quand je refais le calcul, je me retrouve dans la partie où je manipule que des epsilon, en fait. Et donc, finalement, l'élément qui est ici, il est beaucoup plus petit que celui-là. Et donc, L, maintenant, il a des éléments qui sont de 10 puissance 15. Et donc là, la méthode, elle échoue. Donc, c'est vraiment le cas où cette méthode, elle peut échouer. C'est quand on arrive à manipuler que des éléments trop petits de l'ordre de la précision de la machine. Et on a une solution pour ce problème aussi, mais qui est plus complexe et que je ne vais pas présenter aujourd'hui. Je vais passer juste à la factorisation par calcul de rang, où on va utiliser la même technique de pivotage par tournoi. Parce que quand j'effectue cette opération par l'algorithme classique, je serai ramené à permuter des colonnes. Donc, l'algorithme classique pour calculer une factorisation QR consiste à factoriser la matrice et à chaque étape, chercher la colonne de norme maximale pour la permuter en position diagonale. Et donc ça permet d'avoir des bornes sur l'approximation des valeurs singulières par cette factorisation. Et donc ces bornes, par l'algorithme classique, de nouveau, elles sont exponentielles, c'est du 2 puissance n, même si en pratique, l'approximation marche très bien. Il y a une autre factorisation qui s'appelle calcul de rang QR de manière forte, et là, on peut avoir une borne qui est une constante. Et donc, par cette nouvelle technique qui me permet de minimiser des communications, de nouveau, les bornes sont moins bonnes. On a de nouveau des bornes super exponentielles, mais en pratique, c'est un algorithme qui marche encore très bien. Et donc, comment on effectue? Donc, ce que je vais chercher, c'est dans une matrice A, chercher des colonnes qui ont un très bon conditionnement. Et donc, on va effectuer pareil. Je vais diviser la matrice en deux, chercher d'abord localement les colonnes des deux côtés, ensuite les mettre ensemble et
sélectionner les colonnes qui ont le meilleur conditionnement parmi ce sous-ensemble de colonnes. Donc, de nouveau, c'est un tournoi parce que pour passer à la prochaine étape de l'algorithme, je vais sélectionner les meilleures colonnes, je vais les permuter en position diagonale et continuer l'algorithme sans effectuer des communications. Et donc, c'est un algorithme qui, de nouveau, de manière expérimentale, il marche très bien. Et donc là, je vais montrer les résultats sur une matrice qui s'appelle Devils, les échelles du diable. C'est une matrice où les valeurs singulières ont une même valeur. Ensuite, il y a un drop. Et de nouveau, on a les mêmes valeurs, et ainsi de suite. Donc, c'est une échelle. Et les algorithmes qui essayent d'estimer ces valeurs singulières sont mis en difficulté. Et donc, ce qu'on peut observer ici, c'est que cette approche du type communication avoiding, elle arrive à bien estimer et à bien identifier cet écart entre les valeurs singulières. Donc, c'est de nouveau un algorithme qui marche très bien en pratique. Et donc, en termes de performance sur des vraies machines, sur tous ces algorithmes, donc par exemple, si je prends la factorisation élue sur une matrice qui a très peu de colonnes et beaucoup de lignes, on peut aller jusqu'à 4 fois, 5 fois plus vite, même si on effectue 2 fois le calcul. Mais juste le fait qu'on a vraiment diminué beaucoup les communications. Sur des matrices carrées, on a des algorithmes qui font 2 fois 20.3 plus vite que l'algorithme de Scalapac. Et donc, je vais montrer quelques résultats récents sur une machine GPU. En fait, ce que vous voyez ici, c'est des résultats quand on varie la taille de la matrice et on regarde la performance qu'on a obtenue en termes de gigaflops par seconde. Donc, le meilleur algorithme, c'est celui qui est plus haut. Et donc, ce qu'on observe, c'est que cet algorithme de type communication avoiding, il arrive jusqu'à 300 gigaflops, tandis que les algorithmes ici, qui sont de type plus classique, c'est vers 200 gigaflops. Et donc ça, c'est des algorithmes qui sont fournis par les constructeurs eux-mêmes. Donc c'est vraiment des algorithmes très, très, très optimisés. Et donc ce qui montre ce graphe ici, c'est tout ce qu'il faut mettre en œuvre dans l'implémentation pour arriver vraiment à aller vite. Parce que même quand on a un algorithme qui est super efficace, en théorie, en pratique, ça peut être le plus lent, si on n'optimise pas vraiment beaucoup derrière. Et donc, ce qu'on avait regardé ici, c'est les techniques d'ordonnancement. Donc, étant donné que j'ai mon algorithme, comment je vais le distribuer sur les processeurs? Donc, ce que je peux faire, c'est faire de l'ordonnancement statique, comme ici. Donc, dès le départ, je dis sur quel processeur va être exécutée quelle partie de l'algorithme. Donc, en termes de communication, c'est le meilleur choix, parce que c'est le choix qui permet vraiment de dire que derrière, j'ai vraiment minimisé les communications. Une autre approche, mais par contre, ce qui n'est pas très bien ici, c'est qu'il y a beaucoup de parties où les processeurs ne font rien. Et ça, c'est à cause du fait que parfois, il y a des processeurs qui vont un peu plus vite, un peu plus lentement. C'est parfois qu'il n'y a pas assez de calcul. Donc, ils ne sont pas très bien utilisés. Et surtout à la fin, il y a encore moins de calcul. Donc, il y a beaucoup de parties où les processeurs ne font rien. Une autre approche, c'est faire une approche qui est complètement dynamique. Donc, ne pas dire à l'avance sur quel processeur va exécuter quelle partie du code, mais au fur et à mesure, quand les processeurs sont libres, ils vont aller chercher du nouveau travail à faire. Donc là, tout est bien rempli, mais il y a beaucoup plus de communication que dans cette partie, parce que, comme on ne sait pas sur quel processeur va s'exécuter, derrière, il y a certainement des communications. Donc, même si j'ai optimisé les communications, en pratique, on effectue beaucoup. Donc, globalement, on arrive à des algorithmes qui sont plus lents que l'approche statique. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est un algorithme qui combine le statique et le dynamique, où j'ai une partie du graphe de dépendance de tâches où j'ai tout décidé à l'avance quel processeur va exécuter quelle partie du code, et je laisse une partie qui est exécutée de manière dynamique. Donc, à chaque fois qu'il y a du temps libre sur un processeur, il va aller chercher du travail dans la partie dynamique du graphe de dépendance de tâches. Et donc, on arrive à la meilleure performance de l'algorithme, en fait. Donc, c'est vraiment cette stratégie qui avait été utilisée ici. Donc, dans la suite, je vais passer à ce qui se passe dans l'algèbre linéaire creuse, méthode itérative et préconditionnement.
Donc ici, ça va être beaucoup de travail en cours, beaucoup de questions ouvertes, parce que si on sait bien ce qui se passe dans le dense, où on a des bornes, dans le creux, c'est très difficile d'avoir des bornes, sauf pour les problèmes modèles où on sait bien que c'est une EDP discrétisée sur une grille régulière 2D ou 3D. Mais pour le reste, on n'arrive pas à avoir des bornes. Et donc, je vais présenter brièvement déjà une première approche à réduire les communications pour les méthodes itératives. Donc, dans les méthodes itératives, basées sur les méthodes de sous-espace de Krylov, donc on va chercher une solution dans le sous-espace engendré par les puissances de A fois le résidu. Et donc, pour avoir une approche, une méthode stable, très souvent, cette base, elle est orthonormée. Et donc, la plupart des méthodes itératives, ce qu'elles vont faire derrière, c'est qu'elles vont calculer le produit d'une matrice creuse fois un vecteur, et ils vont faire des produits scalaires pour orthogonaliser la base. Et donc, si le produit matrice-vecteur il est très parallélisable, c'est vraiment les produits scalaires dus à l'orthogonalisation qui coûtent cher. Parce que d'habitude, il n'y a rien à faire que d'attendre que les processeurs se synchronisent pour orthogonaliser. Et donc, une des approches, mais qui illustre surtout la difficulté du problème, c'est les approches du type S-step, qui consistent à calculer S itérations d'une méthode de sous-espace de Krylov sans communiquer, ensuite orthogonaliser. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, cette méthode? Elle va calculer d'abord S vecteurs du type A fois B, A au carré B, A puissance SB. Et une fois que les vecteurs sont calculés, c'est juste là qu'ils vont être orthogonalisés. Et donc, pour les calculer ici, il faut stocker sur chaque processeur des données redondantes, mais en fait, la vraie difficulté, c'est le fait de ne pas avoir orthogonalisé. Et comme ça, ça correspond à la méthode de la puissance, en fait, elle converge vers le vecteur dominant. Donc, c'est des vecteurs qui ne sont plus orthogonaux. Et donc, si on regarde le résultat d'une méthode classique itérative, où ici, c'est le résidu relatif qui diminue bien avec le nombre d'itérations pour GMRS ou CG, ben, cette nouvelle méthode, elle va pas du tout converger. Et c'est parce que cette base, elle n'est plus orthonormale. Donc ça illustre surtout la difficulté. Mais il n'y a pas encore une vraie bonne solution pour réduire les communications. Donc il y a plusieurs soucis avec cette approche. Le fait qu'il faut stocker des données redondantes et pour des problèmes 3D, ça devient des données assez importantes. Donc, en termes de mémoire, ça va poser un problème. Et le fait que même si j'ai minimisé les communications dans la méthode itérative, quand je rajoute un préconditionneur, je vais recommuniquer. Donc, il y a très peu de préconditionneurs qui peuvent être combinés avec ces approches de type S-step. Donc, c'est tout un travail de recherche ouverte, en fait. Et donc, je vais présenter juste brièvement quelques résultats sur les factorisations LU incomplètes et sur des méthodes algébriques de préconditionnement et une comparaison avec des méthodes de décomposition de domaines. Donc, LU, ça va être très brièvement, c'est si je veux calculer un préconditionneur de type ILU 0, où mon préconditionneur il est formé par L et U, mais dans les facteurs L et U, j'ai gardé que les éléments qui étaient déjà non nuls dans la matrice A. Parce que dans une vraie factorisation LU, j'aurai beaucoup plus d'éléments que dans la matrice A. Mais si je prends ILU 0, j'ai exactement les mêmes éléments que dans la matrice A. Et donc, dans ce préconditionneur qui reste quand même très utilisé, il y a très peu de parallélisme. Et donc, c'est un vrai problème de comment paralléliser ce préconditionneur. Et donc, l'approche qu'on avait utilisée, c'est de se dire pareil, je distribue mon calcul. Donc, ici, j'ai une grille 2D où j'ai représenté chaque équation dans mon système. Donc, en fait, c'est le graphe de la matrice A où j'ai chaque nœud représenté par un chiffre. Et il y a des connexions à gauche, à droite, en haut et en bas. Et donc, ce que je souhaite, c'est calculer cette partie de mon préconditionneur LU0. Et en fait, ce qu'on a souhaité utiliser, c'est cette approche de stockage redondant des données qui me permet de calculer moi-même ce que je devrais recevoir de mes voisins. Et donc, tout d'abord, il faut voir qu'est-ce que je devrais recevoir de mes voisins. Donc, comme c'est une factorisation L et U, en fait, si je souhaite
éviter les communications et calculer moi-même. Juste pour calculer la substitution en arrière, j'aurai besoin de tous les éléments qui sont ici. Donc, et ensuite, si je veux calculer appliquer tout le préconditionneur pendant le calcul, je vais passer un peu plus vite, je serai ramené à dupliquer sur mon processeur la moitié de ma grille. Donc, ça ne serait pas faisable de telle manière. Et donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire une rémunération qui permet de diminuer cette partie redondante et qui permet en fait, de dire que si je veux appliquer mon préconditionneur sans communiquer du tout, je serai ramené à dupliquer des voisins de mon domaine de calcul. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, j'ai mon domaine de calcul, je duplique les voisins et les voisins des voisins, et je peux appliquer ce préconditionneur ILU0 sans aucune communication. Et ensuite, on va regarder en termes d'efficacité et le comparer avec bloc Jacobi, parce que bloc Jacobi, c'est un autre préconditionneur qui utilise que la factorisation des blocs diagonaux de la matrice comme préconditionneur. Donc, c'est aussi un préconditionneur qui ne demande aucune communication. Et donc là, j'ai des résultats sur un problème 3D de type moins div k de x grade u égale f, discrétisé sur une grille 40 par 40 par 40. Et ce que vous voyez ici, c'est des résultats qui comparent ILU0, qui est cette ligne rouge, où pour ce problème donné, on augmente le nombre de sous-domaines. Et donc, si vous regardez la ligne verte, en fait, elle correspond à du bloc Jacobi où dans chaque sous-domaine, j'ai effectué une vraie factorisation LU. Et donc, un nombre d'itérations, au départ, il est plus efficace, mais quand j'augmente le nombre de sous-domaines, ILU0 devient plus efficace. Et la ligne bleue, elle correspond à du bloc Jacobi où dans chaque sous-domaine, j'ai fait du ILU0. Donc, en termes de mémoire, c'est équivalent aux besoins de mémoire de cette nouvelle méthode. Et donc, de nouveau, très vite, il demande plus d'itérations que du ILU0. Donc, ILU0, ça devient un préconditionneur qui peut aller plus vite que du bloc Jacobi, tout en ayant moins de besoins en mémoire et pas de communication non plus. Et donc, le dernier travail que je vais montrer, c'est un travail sur un préconditionneur qui est effectué en collaboration avec Frédéric Nataf et Soleiman Youssef. Et on est parti du constat, comme beaucoup de monde, que quand le problème devient difficile, pour des problèmes qui ont des coefficients très hétérogènes, ce qu'on observe, c'est qu'à un certain moment dans la convergence, il y a un plateau qui apparaît. Et c'est souvent dû à la présence de quelques valeurs propres très petites dans la matrice. Et donc, ces problèmes de convergence très ralentie, elle apparaît dans les méthodes de décomposition de domaines comme additif Schwarz ou RAS, dans les factorisations incomplètes LU, dans beaucoup de préconditionneurs. Et donc, on a développé un préconditionneur qui, en fait, permet d'être robuste et être assez efficace sur ces problèmes difficiles. Et il utilise une approche algébrique où on part d'une matrice et on la permute pour avoir cette forme de flèche où on a des blocs sur la diagonale et des blocs ici. Et donc, elle peut être obtenue si on effectue un partitionnement de graphe sur le graphe de la matrice d'entrée où j'ai identifié plusieurs sous-domaines et tous les nœuds qui sont à l'interface de ces sous-domaines, je les mets dans oméga et donc je les mets à la fin. Donc, c'est différent d'une décomposition de domaine où j'aurais eu que des blocs sur la diagonale et très peu d'éléments entre les blocs diagonaux. Et donc, si je calcule une factorisation directe de cette méthode, elle peut s'écrire sur cette forme où je retrouve les blocs diagonaux ici et je dois juste calculer le complément de Schur du dernier bloc, S, qui s'écrit comme A gamma gamma moins une somme de A gamma I, l'inverse de AI et A gamma I transposé. Donc, si je calcule la factorisation LU de tous les premiers n blocs et ce terme S, j'ai une factorisation directe. Mais pour des problèmes 3D, on ne pourra pas la calculer parce que S, il deviendra dense.
Donc, il sera presque dense. Donc, en termes de mémoire et de calcul, ça ne sera pas possible. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à avoir une bonne approximation de S. Et donc, s'il faut faire une bonne approximation de S, qu'on va noter comme S tilde, et ça va donner notre préconditionneur. Et donc, pourquoi il faut se concentrer sur ça? Parce qu'en fait, le M inverse A, donc la matrice préconditionnée, a les mêmes valeurs propres que S tilde inverse S. Donc, il suffit d'avoir des bornes sur S tilde inverse S pour avoir des bornes sur le conditionnement de la matrice M inverse A. Et donc, l'objectif derrière ça, c'est d'arriver à approximer S tel qu'il couple bien tous les sous-domaines, tous les premiers blocs diagonaux N, et qu'il corrige bien pour les plus petites valeurs propres qui gênent la convergence des méthodes itératives. Et donc, par exemple, pour le problème d'élasticité, en fait, comme on sait que le mouvement des corps rigides sont dans les noyaux, en fait, ce seraient ces mouvements des corps rigides qu'on voudrait bien prendre en compte dans l'approximation. Et donc, pour développer ces préconditionneurs, on part de l'observation que si j'approximais S tilde, mon S seulement par A gamma gamma, donc si je prenais seulement le bloc diagonal et j'oubliais tous les autres blocs non diagonaux, déjà la plus grande valeur propre de A gamma gamma inverse S, elle est bornée par 1. Donc, j'ai déjà une borne pour la plus grande valeur propre, et donc ce qu'on cherche à corriger, c'est de corriger ce A gamma gamma inverse par quelque chose qui prend en compte les plus petites valeurs propres. Et donc, pour faire cela, on résout un problème aux valeurs propres généralisées où, en fait, je vais avoir un problème aux valeurs propres généralisées qui s'exprime comme SU égale lambda A gamma gamma U. Et si je calcule les plus petites valeurs propres de cette matrice, de ce problème, ça me permet de borner le conditionnement de S tilde inverse S. Et donc, on arrive à une formulation où j'approxime donc mon S tilde inverse. Il est égal à gamma gamma inverse corrigé par cette matrice où U sont les vecteurs propres calculés de ce problème et sigma, il est formé à partir de ces plus petites valeurs propres. Et donc, ce qui permet de borner les valeurs propres de S tilde inverse S. Donc, 1, ce que j'avais au départ, et tau, donc tau, c'est toutes les valeurs plus petites propres de tau que j'ai corrigées et qu'en fait, j'ai shifté vers tau. Donc, on arrive à un préconditionneur qui est complètement algébrique et qui a un paramètre tau qui est donné par l'utilisateur et qui nous permet de calculer des valeurs et des vecteurs propres qu'on corrige et qu'on inclut dans le préconditionneur. Et donc, pour montrer des résultats, je vais utiliser un problème en élasticité qui est un pavé formé par plusieurs couches, un matériel dur suivi d'un matériel mou et ainsi de suite. Donc, c'est un problème qui avait été utilisé aussi par Frédéric Natta dans ses travaux sur les préconditionneurs à base de décomposition de domaines, et en particulier dans GNEO, en fait, qui est un préconditionneur assez récent et qui permet aussi d'avoir une preuve de convergence sur le conditionnement de la matrice préconditionnée, et qui repose aussi sur la résolution des problèmes aux valeurs propres généralisées, mais qui demande aussi des informations de l'EDP. En fait, en particulier, il demande des informations sur les matrices élémentaires utilisées pendant la discrétisation. Et donc, ce que je présente ici, c'est quelques résultats de convergence pour ce problème 3D, où on augmente la taille du problème et on augmente le nombre de sous-domaines. Et ça, c'est des préconditionneurs déjà qui existaient déjà. Donc, si on prend additif Schwarz, le nombre d'itérations, on voit bien qu'il va augmenter quand on augmente le nombre de sous-domaines. Si on prend un additif Schwarz où il y a une grille grossière qui en fait prend en compte les mouvements de corps rigides, on arrive à des itérations qui augmentent, mais qui augmentent moins. Mais la taille de la grille grossière, elle augmente de manière linéaire avec le nombre de sous-domaines. Et GNEO, cette nouvelle méthode, elle permet de garder le nombre d'itérations constantes, mais en augmentant aussi la taille de la grille grossière. Mais par derrière, le calcul de cette grille grossière, il est complètement parallèle parce que les problèmes
aux valeurs propres généralisées sont locales au sous-domaine. Donc la construction, elle est très parallèle. Et donc ce que je montre ici, c'est le résultat avec ce nouveau préconditionneur complètement algébrique. Donc ce que vous voyez ici pour le même problème 3D, mais une seule taille de problème de 72 000. Donc ici, on regarde l'erreur relative et le nombre d'itérations pour deux paramètres taux. Un paramètre taux de 0,1, donc le conditionnement de la matrice il est de 10. Donc la méthode elle va converger très vite dans 15 itérations. Et donc le deuxième paramètre c'est de 0,01. Donc le conditionnement de la matrice préconditionnée c'est de 10 puissance 2. Et donc la méthode aussi elle converge assez rapidement, dans 40 itérations. Et ce que vous voyez ici, c'est le nombre de vecteurs propres qu'on a dû garder dans l'approximation. Et donc, pour le paramètre taux de 10-2, on voit que ça n'augmente pas beaucoup. C'est probablement du racine carrée du nombre de sous-domaines. Donc, ça augmente beaucoup moins que ce que j'ai présenté précédemment. Par contre, le problème aux valeurs propres généralisées, il n'est plus local au sous-domaine, mais c'est un problème qui est global, donc qui va être plus difficilement parallélisable. Donc, je finis ici. Donc, tout cet exposé s'est concentré sur des problèmes qui minimisent les communications, avec beaucoup de résultats en algèbre linéaire dense et beaucoup de questions ouvertes, en fait, pour l'algèbre linéaire creuse. Et je vais finir par mentionner tous mes collaborateurs qui sont nombreux, qui sont de INRIA, CNRS, Paris 6 ou Berkeley. Voilà. Merci pour votre attention.